La raison principale tient au fait que ni le Coran, ni les textes juridiques qui viennent par la suite et qui s'appuient en partie sur le Coran n'envisagent la disparition de l'esclavage et sa suppression. Donc il a fallu aux jurisconsuls, sur la période d'un peu plus d'un siècle et demi, où les abolitions se succèdent dans le monde musulman, il aura fallu inventer des astuces jurisprudentielles pour faire accepter par les croyants la suppression de l'esclavage et sa disparition. Alors selon les pays, on a élaboré des doctrines plus ou moins importantes pour justifier cette suppression. Moi, je ne parlerai pas d'abolition d'une manière générale, je préfère parler de suppression de l'esclavage ou d'affranchissement général, dans la mesure où l'abolition elle-même contrevient totalement à l'idée coranique, qu'elle n'est pas envisagée par le Coran, et que dans la mesure où le Coran représente la parole descendue de Dieu, abolir quelque chose qui n'est pas dans les textes devient sacrilège. D'où la nécessité, comme je l'ai dit, d'inventer des jurisprudences, d'inventer une série de justificatifs qui, pour l'essentiel, tournent autour de 2 ou 3 idées. D'une part, la seule façon de réduire quelqu'un en esclavage est le djihad. Et donc on va argumenter sur le fait, selon les époques de l'abolition, que le djihad a disparu et que donc toute mise en esclavage est devenue illégitime. L'autre argument pour mettre quelqu'un en esclavage est le fait qu'il soit né lui-même en esclavage. Et donc on va argumenter autour de l'idée que le traitement des esclaves dans tel ou tel pays ne correspond plus aux prescriptions coraniques, que ces traitements sont de mauvais traitements de la part des maîtres, soit qu'ils ne correspondent plus à la réalité de l'époque. Donc ça va être le deuxième argument qui va être avancé pour supprimer l'esclavage ou pour justifier sa suppression. Je voudrais juste ajouter un mot sur le fait que l'absence de justification religieuse fondée dans les textes sacrés de l'abolition de l'esclavage a fait que partout on a assisté à de nombreuses résistances face à la suppression de l'institution, non seulement parce que c'était une privation de main-d'œuvre pour ceux qui employaient des esclaves, mais surtout, plus profondément, pour des raisons religieuses, les gens se demandant pourquoi supprimer quelque chose qui vient de Dieu. Et les blocages religieux persistent aujourd'hui dans un certain nombre de pays. C'est le cas de la Mauritanie dont je parle dans l'ouvrage, ou même dans ce pays, les anciens esclaves considèrent que l'abolition étatique n'a pas de valeur d'un point de vue religieux et attendent toujours une libération individuelle de la part de leur maître par un écrit ou par une parole devant témoin. Alors ça, c'est une question qui a été posée dans les années 60 par un frère musulman qui s'appelle Mohamed Koub, qui est un personnage important, qui vit toujours aujourd'hui en Arabie Saoudite, qui est le frère de Saïd Koub, qui a été pendu par Nasser et qui était un islamiste qui a refondé un petit peu la doctrine des frères musulmans. Donc Koub Mohamed pose cette question en réponse à l'interrogation d'un certain nombre de musulmans à l'époque, dans les années 60, et répond de manière assez difficile à cette question, dans la mesure où je pense qu'au moment où le Coran est transmis, où il est écrit, la question de l'esclavage est partout répandue, non seulement dans l'Arabie pré-islamique, mais dans tous les pays qui entourent l'Arabie à l'époque, et que c'est une question qui n'est pas du tout à l'ordre du jour
dans la réforme sociale entreprise par l'islam. Je crois que c'est la raison fondamentale pour laquelle Mohamed n'a pas supprimé ou indiqué la suppression de cette institution. Alors aujourd'hui, un certain nombre de penseurs musulmans essaient de montrer que l'idée était contenue dans le Coran, en s'appuyant notamment sur la multiplicité des affranchissements, 18 au total prévus dans le livre, et que leur argument est de dire que l'institution aurait dû mourir de sa belle mort, mais dans la réalité, on constate que dans aucun pays musulman, l'institution n'est morte de cette manière, et qu'il a fallu l'intervention des jurisconsuls, les pressions extérieures ou les pressions internes pour arriver à la suppression de l'institution. Bien que les 5 cas étudiés dans le livre s'étendent sur 150 ans, à chaque fois on a assisté à un certain nombre de pressions extérieures pour amener à la suppression de l'institution. Au XIXe siècle, on se souvient de la campagne extrêmement importante menée par la Grande-Bretagne, à la fois pour la suppression de l'esclavage du côté occidental et du côté oriental aux musulmans. Les pressions étaient extrêmement fortes de la part des Britanniques sur toutes les sociétés musulmanes, que ce soit le Khedive en Égypte, en Iran, en Irak, dans le Golfe Persique. Et donc ces pressions ont été extrêmement vives, mais à mon avis, elles ne suffisent pas à expliquer totalement le processus qui mène à l'abolition. Il a fallu à chaque fois un certain nombre de circonstances internes qui ont rendu possible la suppression de l'esclavage sans que les pressions extérieures, aussi importantes qu'elles fussent, soient suffisantes pour expliquer qu'on arrive à cette suppression. Et en particulier, le cas de la Mauritanie, le plus récent, est évident. Il y a eu la création à l'intérieur du pays d'un mouvement anti-esclavagiste dans les années 1975, dans le cadre d'un conflit avec le Front Polisario. Et la pression a été très forte sur le gouvernement dans la mesure où une grande partie des troupes engagées dans cette guerre étaient des gens, les soldats d'origine servile, des Haratines. Et le mouvement a pris de l'ampleur au moment de la démobilisation de ces Haratines, qui ont fait pression sur le gouvernement. Il y a eu un certain nombre de manifestations. Donc dans ce cas, la pression interne a été extrêmement importante pour amener le gouvernement à prendre une mesure d'abolition en 1980. Ailleurs, comme en Arabie Saoudite, où les pressions externes étaient importantes, la Grande-Bretagne, la France, et aussi à l'époque les Nations Unies, puisque c'est une abolition également tardive, 1962. Mais dans le cas de l'Arabie Saoudite, la situation interne également était importante dans la mesure où il y avait un mouvement d'un certain nombre de princes libéraux, disons, qui souhaitaient moderniser les institutions, qui souhaitaient même, dans certains cas, avoir une constitution, une véritable constitution. Et le mouvement de ces princes, qu'on a appelé un peu vite les princes rouges, a joué un rôle important dans la mesure où il s'appuyait sur une fraction relativement importante de la population. Et ça a été une des raisons internes à la suppression de l'esclavage en Arabie Saoudite. Une autre raison est le fait que le pays est un pays pétrolier et que la suppression s'est faite avec indemnisation des maîtres et qu'évidemment la richesse pétrolière n'était pas complètement étrangère à la résolution de cette situation. L'Occident est peut-être trop, je crois qu'il faut dire vraiment la Grande-Bretagne qui a mené campagne dès le XVIIIe siècle pour la suppression de la traite d'abord, puisque la Grande-Bretagne pensait que la suppression de la traite amènerait nécessairement la suppression de l'esclavage. Je crois que les raisons étaient des raisons
profondément religieuse, me semble-t-il, du côté de la Grande-Bretagne, avec des Quakers ou des protestants, enfin des gens qui avaient une idée morale de l'esclavage et de la traite, qui ont fait donc pression à la fois sur les pays occidentaux. La France a aboli l'esclavage tardivement. Enfin, une première fois avec la Révolution française en 1994, mais Napoléon a rétabli l'esclavage en 1802, et la France n'abolit qu'en 1848, c'est-à-dire 2 ans après l'abolition en Tunisie, où là aussi, à la fois les pressions de la Grande-Bretagne, mais aussi une situation intérieure d'un certain nombre de personnages modernistes qui voulaient la suppression de l'institution, ont amené à sa suppression. Donc, oui, pression. Les raisons morales fondamentales, enfin, je crois, du côté de la Grande-Bretagne pour la suppression de l'esclavage et de la traite, se sont heurtés du côté musulman à une incompréhension totale, dans la mesure où pour l'ensemble du monde musulman, c'était une institution parfaitement légitime, réglementée par la charia ou par le Coran dans certains cas, et qu'elle n'était absolument pas moralement condamnable. Et un des défauts des pressions occidentales, et en particulier de la Grande-Bretagne, a été de ne pas voir les conséquences économiques et politiques de la suppression, enfin de ne pas envisager du tout l'après-abolition, qui dans un certain nombre de cas a été extrêmement difficile pour les esclaves libérés. C'est une situation qu'on constate aujourd'hui en Mauritanie, encore une fois, dans une situation contemporaine où les descendants d'esclaves, les Haratines ou les esclaves libérés, se retrouvent sans emploi, dans la mesure où l'abolition n'est accompagnée d'aucune mesure économique, d'aucune mesure de réinsertion, d'aucune mesure éducative pour remettre au niveau les gens qui ont été libérés, et que ces gens, d'une certaine façon, descendants d'esclaves, sont quasiment, alors dans des pays où le chômage est déjà extrêmement important, où les emplois salariés sont peu nombreux, ces gens sont quasiment laissés dans la nature et sans perspective de trouver des ressources pour vivre et sans perspective d'emploi. On parlait tout à l'heure des causes externes, enfin des pressions extérieures qui ont amené à la suppression de l'esclavage. Et dans le cas de l'Arabie saoudite, l'Égypte a joué un rôle probablement considérable, Nasser en particulier. Pendant toute la période qui précède l'abolition de 1962 en Arabie saoudite, pendant des mois, la radio des Arabes qui émettait du Caire, tous les jours pratiquement condamnait le régime saoudien et l'esclavage en Arabie saoudite. Les opposants internes en Arabie saoudite à l'esclavage qui se sont retrouvés à un moment donné au Caire ont eux-mêmes dénoncé l'esclavage et les conditions de l'esclavage telles qu'elles se pratiquaient encore en Arabie saoudite. Et on a là probablement au sein du monde musulman la pression la plus forte vis-à-vis d'un autre pays musulman pour faire abolir l'esclavage. Alors les raisons de Nasser étaient à la fois humanitaires probablement, mais entraient également dans le cadre d'une lutte pour se disputer le leadership au Moyen-Orient à l'époque, après les décolonisations, et sa vision laïque de la société, son panarabisme, s'opposait évidemment au panislamisme de Faisal, qui essayait de construire à ce moment-là la Ligue arabe, qui va voir le jour à peu près à la même époque. Donc on a là la confrontation de deux conceptions qui d'une certaine façon, prennent l'esclavage comme prétexte pour s'affronter et essayer d'emporter le leadership au Moyen-Orient à l'époque.